compris hein, dans les plaquettes des gens qui font le MDR, hein, j'ai rien inventé. Donc les praticiens disent que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est y a un ensemble de 8 étapes, que la désensibilisation n'est qu'une petite partie du processus thérapeutique et que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, ça c'est aussi un construct assez pratique, c'est-à-dire qu'on nous vend la modernité, puis on nous dit oui, mais tout marche, sauf qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qui marche, on va le voir. Alors comment ça marche Voilà, donc il y a l'histoire du dépassement hein, du cerveau par le choc traumatique, qui n'arrive pas à traiter, à digérer l'information comme il le fait ordinairement, et la thérapie EMDR permet de débloquer les mécanismes. Donc on voit on est quelque chose dans le traitement de l'information, dans la machine cérébrale, dans la programmation de l'ordinateur, tout ça reste extrêmement métaphorique. Alors à qui s'adresse le MDR? On voit bien, et je vais vous le montrer, hein, l'essentiel de la littérature, c'est quand même la question du traumatisme. Le MDR nous est vendu pour ça, mais quand on regarde comment s'adresse le MDR France aux patients, on voit qu'au-delà des traumatismes évidents avec un grand T, ben, il y a des traumatismes avec un petit T qui passent inaperçus. Voilà, donc là, manifestement, on est très à l'écart des revendications scientifiques, hein, on est plus dans des représentations, au fond, de la psychanalyse, de l'inconscient, des choses difficiles à opérationnaliser. Et évidemment, ce qui surgit tout de suite, c'est la crainte des faux souvenirs traumatiques. Qui ça peut concerner? Alors on a un ensemble de signes d'appel hein, et on voit bien qu'au fond, on est tous concernés. Hein, je veux dire, le MDR nous concerne tous, hein, puisque les cauchemars, les angoisses, l'irritabilité, la douleur, enfin tout ça peut être des situations légitimes pour le MDR. Mais on laisse la porte ouverte hein, à tout un tas de choses, anciens, récents, conscients ou pas. Alors les mots de l'EMDR, hein, c'est ce qui s'en dit, donc c'est un truc officiel, c'est une thérapie brève et structurée. Alors pour passer dans les fourches codines de l'évaluation, il faut effectivement que ce soit très structuré, répétable. C'est une thérapie brève, dans les protocoles expérimentaux, c'est une thérapie dont la brièveté est tout à fait inconnue en pratique clinique, parce que quand on regarde le MDR là-dessus, combien de temps ça dure? Alors ça dure pas longtemps, mais des fois ça peut durer plus longtemps. Enfin, on n'a aucune idée de la longueur ou de la brièveté de la méthode telle qu'elle s'exerce en pratique. Alors c'est révolutionnaire à la fois par son efficacité. Hein. Shapiro disait qu'elle avait eu 100% de bonnes réponses chez les 60, elle a fait sa thèse là-dessus en 87. Chez les 60 personnes qu'elle avait inclus dans son protocole expérimental. C'est simple, hein, c'est beaucoup plus simple que les thérapies cognitivo-comportementales, donc ça coûte moins cher, et ça c'est un argument de vente qui est important, et évidemment c'est spécifique, hein, c'est-à-dire c'est scientifiquement fondé. C'est scientifiquement fondé du point de vue du mécanisme d'action, qui renvoie à des mécanismes neurologiques, et c'est scientifiquement prouvé du point de vue de l'efficacité, je vais y revenir. De fait, la diffusion a été importante. Hein, l'affirmation, c'est qu'il y a des millions de personnes guéries. La certitude, c'est qu'il y a des milliers de praticiens formés, environ 25 000, et qu'il y a une reconnaissance mondiale. C'est tout à fait vrai. Hein, il y a des organismes comme l'OMS, comme l'American Psychological Association, qui en recommandent l'usage dans certaines situations. Alors l'imagerie de l'EMDR est intéressante, hein, c'est assez sexy, c'est entre le bien-être et les neurosciences, c'est libérateur, ça concerne tout le monde, il y a le MDR pour les enfants, il y a des livres qui expliquent le traumatisme aux enfants. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout une organisation très structurée, hein, c'est une société qui s'est constituée autour d'un mythe fondateur, hein, la découverte par Shapiro lors d'une promenade dans les bois des mouvements oculaires. Alors ça a été critiqué, on a dit au fond les mouvements saccadiques, si vous vous en rendez compte, ce n'est pas des mouvements saccadiques, puisque
les saccades des yeux, on se rend compte qu'à partir du moment où elles sont volontaires, quand elles sont automatiques, elles sont imperceptibles. Ce mythe fondateur est largement relayé sur Internet. Hein, vous allez voir sur YouTube, vous voyez des films où on vous explique l'analogie avec la pomme de Newton. On voit David Schreiber parler la larme à l'œil, enfin d'une psychanalyse qui marcherait. Il y a à l'évidence une maîtrise de la communication, hein, c'est-à-dire que quand on fait le tour des sociétés savantes, les arguments sont exactement les mêmes, en anglais, en français. Donc il y a des éléments de langage qui sont très, très maîtrisés, et puis des ambassadeurs, hein, des grands communicants qui... il y a une maîtrise de la formation, hein, alors ça, elle a été d'emblée voulue par Shapiro dès 1990. Elle a déposé la marque, le MDR est une marque, une trademark. L'argument, c'est que la maîtrise de la formation, donc au travers d'instituts privés qui délivrent des... Alors pour avoir le gradin, c'était une fois 3 jours, je crois qu'en France c'est 5 jours, enfin c'est assez court, c'est payant évidemment, et l'argument c'est celui de la qualité, hein, c'est-à-dire que jusqu'en 1995, les gens qui faisaient ces formations s'engageaient à ne former personne, pour des raisons à la fois de puissance de la thérapie, hein, c'était un objet thérapeutique particulièrement efficace, donc potentiellement dangereux, et de maîtrise de la qualité des formateurs. Pour se prévaloir d'être praticien MDR, il faut avoir, hein, c'est une marque déposée, il faut avoir donc la reconnaissance d'un institut officiel. Alors, est-ce que derrière ce mainstream, il y a de la controverse ou pas? Est-ce qu'il faut s'en remettre à l'évidence? Ou est-ce qu'elle peut être questionnée? Ben, évidemment, on peut la questionner, hein, à la fois en termes de l'efficacité, est-ce que c'est si efficace que ça, en termes de scientificité et en termes de mécanismes de diffusion. Alors évidemment, les psychologues à l'origine de cette méthode ne sont pas responsables des hyperboles médiatiques ou pas complètement de la presse à ce sujet. On peut voir certains exemples dans les grands médias américains, hein, une pratique qui traverse les pratiques habituelles, particulièrement impressionnantes, peut-être même miraculeuses, très étonnantes, amazing, qui peuvent secourir des personnes écrasées par une mémoire traumatique, une thérapie miraculeuse. Alors certes, si on ne peut pas en vouloir aux journalistes quand même, là on est en 98, c'est Shapiro elle-même qui sort, je crois, un deuxième bouquin, le premier est sorti en 95, dans lequel elle utilise le terme breakthrough therapy, qui est un terme qui est consacré par la FDA pour désigner des thérapeutiques particulièrement innovantes dans des stratégies d'incitation à la recherche dans ce domaine-là. Alors face à ces proclamations extrêmement affirmées d'une efficacité importante, hein, on attend un niveau de preuve incontestable. Alors je vais vous faire grâce, hein, de l'ensemble de la littérature, elle est extrêmement abondante, elle est extrêmement difficile à critiquer. Donc je m'en tiens à des grandes revues de la littérature, de temps en temps, qui initialement c'était sous la forme de revues d'articles et d'essais randomisés, et puis plus tard de méta-analyses, hein, qui viennent à pouler des études pour voir un petit peu. Mais donc effectivement, ma présentation est orientée, vous l'avez compris, elle est critiquable, elle est discutable, mais pour vous dire que l'opposition, la polémique, elle est dans la littérature scientifique. Hein, alors, là, on est dans Clinical Psychology Review, hein, c'est un papier qui date de 1994, donc assez précoce, et donc Assierno, à l'époque, trouve que les études sont absolument peu convaincantes, qu'elles se limitent à des rapports de cas, que la méthodologie est très approximative, que les cohortes sont faibles, que les éléments qui... qu'est-ce qui marche? La question, elle est double, hein, dans une psychothérapie. Est-ce qu'elle fonctionne? Et est-ce qu'elle fonctionne mieux que quoi? La question du gros comparateur est centrale. Et qu'est-ce qui, dans la psychothérapie, fonctionne?
Donc là, en l'occurrence, les alternatives au mouvement des yeux semblent aussi efficaces avec ou sans mouvement des yeux. Les auteurs tirent à boulet rouge sur la clause de confidentialité de Shapiro pour l'enseignement. Ils disent que ça va à l'encontre de la diffusion habituelle des savoirs en la matière et que ça rend les réplications très difficiles. Et ils sont très étonnés de la dissémination de la méthode en dépit de preuves un petit peu substantielles. Donc on est à la préhistoire, c'est en 94. En 99, même type de question. Donc c'est Sean Cahill qui, dans un journal spécialisé dans l'anxiété, se pose la question. Est-ce que ça marche? Assurément mieux que rien. Alors ça, c'est pour la psychothérapie, c'est super parce que vous faites n'importe quoi, ça marche toujours mieux que rien. C'est ce qu'on appelle l'effet dodo-bird. C'est l'oiseau dodo dans Alice au pays des merveilles. Il y a une course autour du lac, il s'endort un peu, il oublie et puis il déclare tous les animaux vainqueurs. Donc c'est un petit peu pareil en psychothérapie. Alors, il y a des nuances, ça semble marcher un petit peu mieux que des traitements non spécifiques dans le PTSD. Il y a certaines études qui montrent que ça semble mieux que la relaxation, par exemple. Et les auteurs, en général, interprètent ça par la question de l'exposition à l'immersion dans les souvenirs, des phénomènes d'habituation et d'atténuation qui sont bien connus dans les thérapies cognitivo-comportementales et probablement pas dans un effet spécifique. Il note que néanmoins il y a peu d'études, voire une absence d'études très contrôlées versus les traitements de référence. Et là, sur le mouvement des yeux, est-ce que le mouvement des yeux a un intérêt quelconque, ils extraient 12 études, dans 9 études il n'y a pas de différence. Et dans 3 études, on voit un effet sur les évaluations subjectives à l'intérieur de la session, sans effet à l'issue du traitement. Alors, les évaluations subjectives, c'est vous représentez ce qui vous fait du mal, vous le cotez de 0 à 10, subjective unit, distress, je crois. Et on évalue ça, sauf que c'est très subjectif, c'est à l'intérieur de la pratique thérapeutique, et c'est pas très intéressant. Si j'ai un syndrome post-traumatique et que je vais me faire soigner, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai un syndrome post-traumatique après, et pas tellement si j'ai un score à la SLD qui s'est amélioré. Donc là encore, en 99, on ne peut pas dire qu'il y ait une efficacité qui soit très confondante. Alors en 2015, les choses changent un peu de stratégie, on a suffisamment d'études et on se lance dans des grandes méta-analyses des données qu'on connaît pour traiter le PTSD. En l'occurrence, chez les vétérans américains, vous savez qu'il y a à peu près 2,5 millions de vétérans de la guerre du Golfe et de l'engagement au Moyen-Orient, et on évalue à peu près à 20% les personnes souffrant de PTSD, donc ce qui fait quand même un gros problème de santé publique. Donc quelle réponse on peut donner à ça? On essaye de faire avec ce qu'on sait. Alors les méta-analyses, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ce qui compte dans la méta-analyse, c'est la méthode, les critères d'inclusion et d'exclusion des études. Donc il y a une méthodologie qui est quand même très... Alors, il y a 2149 articles éligibles sur cette question-là. Donc vous voyez qu'on manque pas de données. Quand on essaye de retenir uniquement des données qui sont éligibles, c'est-à-dire qui ont un niveau de scientificité crédible, une méthodologie, on n'en retient que 57. Donc il s'écrit beaucoup de choses, ce qui veut dire que on pourra toujours vous sortir une étude ou un machin. Enfin, il faut être très critique quand on avance des preuves scientifiques. Donc dans cette méta-analyse, les thérapies cognitives et d'immersion se montrent supérieures à l'EMDR. Ce qui semble corréler à un bénéfice, c'est pas tellement la brièveté, contrairement à ce qui est annoncé, mais c'est le nombre de séances centrées sur le traumatisme lui-même. Et puis c'est plus anecdotique, enfin la sévérité du trouble affecte la réponse thérapeutique, à savoir que on répond mieux quand on est moyennement malade, et quand on n'est pas du tout sévère, ou peu ou sévèrement malade, on répond moins à ça.
ça fait écho, ça, aux affirmations de... Enfin, je vais vous remontrer aux affirmations de Shapiro sur l'efficacité de sa méthode. Donc voilà, on est dans une efficacité relative, en tout cas dans ce contexte-là des vétérans, des victimes de guerre, où manifestement le MDR est pas très bon. Ça, c'est un autre article de 2013. Il trouve que les données sont, donc une autre méthodologie, mais il trouve que les données sont assez équivoques pour soutenir le MDR chez les militaires. Dans les agressions sexuelles, je vous avais dit, c'est aussi un problème d'actualité, donc ça c'est un article qui va sortir bientôt. Qu'est-ce que les auteurs retrouvent? Même méthodologie, des méta-analyses, 13 000 articles identifiés, simplement 9 inclus dans la revue, et à chaque fois il y a une légitimité de l'édiction des articles. Simplement deux études sur le MDR, une de 95 qui dit que le MDR, il n'y a pas de différence entre le MDR, exposition au traumatisme, ces deux traitements sont équivalents dans cette étude versus liste d'attente, avec pareil, ces deux méthodes sont toujours plus efficaces que la liste d'attente. Alors, c'est copié sur l'industrie du médicament, sauf que ça serait irrecevable dans le médicament, ça. C'est-à-dire que vous faites une étude entre deux drogues actives. D'abord, si vous voulez tester la comparabilité, il y a des tests de non-infériorité, enfin, il y a des tests scientifiques statistiques qui sont à mettre en œuvre, et puis vous avez toujours besoin d'un vrai bras placebo, parce que vous avez beau montrer que vous ne différez pas d'une molécule de référence, on pourra toujours vous dire oui, vous ne différez pas parce que chez ce groupe de patients-là, de toute façon, l'étude n'est pas assez puissante, il n'y a pas assez de... vous ne différenciez pas, mais ça ne se différencierait pas du vrai placebo. Et en 2005, il y a une étude effectivement qui montre que le MDR est plus efficace que la liste d'attente, on n'apprend rien. Oui, alors ça, je vous le donne parce que il y a des collègues qui, ça n'a rien à voir avec le MDR, mais qui se sont dit, bon, qu'est-ce qui marche dans la prévention du traumatisme? Et ils ont comparé ce qu'ils appellent les psychothérapies de bonne foi avec des psychothérapies plus spécifiques. Alors c'est vrai que la psychothérapie de bonne foi, c'est quoi? C'est assez difficile à opérationnaliser, mais enfin, c'est une intention thérapeutique délivrée par quelqu'un de compétent, mais sans trait technique très spécifique, ça s'apparente à la psychothérapie de soutien, ce genre de choses. Et il montre que, somme toute, c'est quasiment, enfin les auteurs pensent que c'est tout à fait aussi efficace que des thérapies plus spécifiques. Alors vous imaginez bien que ça fait bondir tous les gens qui s'intéressent au domaine. Et il y a eu un bel article de thérapeutes plus engagés dans les sciences cognitives qui ont démonté cette méta-analyse, débricolé les choix des études, mais qui sont arrivés à la même conclusion. On dit effectivement, la différence n'est peut-être pas si grande que ça. Alors, les journaux, c'est Clinical Club Psychology Review, qui est une grande revue généraliste qui a organisé la controverse et l'essentiel des débats. Après, il y a des études, des séries qui sortent dans des revues qui sont plus spécialisées dans l'anxiété ou ce genre de choses, donc qui ont un impact factor. Les grandes revues généralistes ont toujours un impact factor meilleur que les revues hyper spécialisées. Enfin bon, cette controverse, elle n'est pas dans la gazette de psychologie de Roquefort-la-Bédoule. Enfin, c'est des revues qui émergent avec qui sont dans le top 10 des grandes revues de psychiatrie. Alors j'ai regardé en dehors de le Lancet, rien, les premières revues, les archives, enfin des revues qui... On a quand même l'impression qu'il y a une espèce de réserve prudente à ce sujet de la part de certaines grandes revues dans la littérature. Donc McNally disait en
en 1999 que ce qui était effectif dans le MDR était peut-être pas nouveau et que ce qui était nouveau n'était peut-être pas effectif, et je crois qu'on est toujours dans cette problématique-là. Alors, je vais essayer d'aller vite, excusez-moi. Science ou pseudo-science, il y a eu un article qui a été mal vécu, hein, il y a eu des tas de réponses. C'est un article historique. Les auteurs n'ont pas cherché à savoir si c'était vrai ou pas. Les auteurs sont intéressés à la diffusion de l'EMDR, qui était pour eux assez unique dans l'histoire des psychothérapies. Et il y avait quand même un antécédent historique. Hein, c'était la diffusion par le docteur Anton Mesmer de la thérapie par le magnétisme. Et les auteurs disent qu'il y a au fond un certain nombre de points similaires qui sont peut-être susceptibles d'expliquer la large diffusion. Alors, ils rapportent la même épiphanie, hein, cette histoire merveilleuse autour de la découverte lors d'une promenade chez Shapiro après 3 semaines de retraite à la campagne chez Mesmer. Une histoire atypique, hein. C'est vrai que Mesmer avait fait une thèse sur l'astrologie. Shapiro était docteur en littérature, spécialiste de Thomas Hardy, quand elle a changé de spécialité, qu'elle s'est mise à faire des études de psychologie. Certains ont dit que sa fac de psycho avait disparu. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est la même méthode de diffusion, qui est une formation payante au travers d'instituts de formation, pas d'autres modalités de diffusion des savoirs. Des sessions thérapeutiques ou d'entraînement pouvaient être émotionnellement dramatiques. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont participé à des formations MDR qui rapportent des choses, des leaders charismatiques, un engagement humanitaire affirmé. Alors ça, le MDR fait très fort là-dessus, elle est sur tous les conflits. Ils sont très proactifs là-dedans. On recherche la caution évidemment de personnalités éminentes du côté du pouvoir au 19e et plutôt du côté du pouvoir médiatique, hein, du côté du pouvoir politique à l'époque et du côté du pouvoir médiatique actuellement. La même affirmation d'un changement historique, hein, le mesmérisme changera la face du monde. Pour Shapiro, on est dans quelque chose qui ressemble à la conquête de la Lune. Voilà. Et puis l'utilisation de gadgets, hein, l'eau magnétisée plus ou moins ferrugineuse pour Mesmer, des bâtons lumineux, des eye scans, et puis la même extension sans fin des indications, et la même affirmation de non-conformité avec la méthode pour récuser les études négatives, c'est-à-dire au début, donc à 95, les gens qui faisaient les études négatives de la MDR, les chercheurs, on leur reprochait d'avoir bénéficié de la formation de Mme Shapiro. Donc ça, c'est le dernier modèle d'iScan qui permet à la fois une stimulation lumineuse, mais aussi une stimulation sonore. Alors vous pouvez prendre le risque de télécharger des applications sur Android ou sur iPhone, mais vous êtes informé quand même que vous prenez un risque et que si vous n'êtes pas thérapeute MDR, ça peut vous faire mal. Alors il y a des analogies, mais il y a aussi des différences. La différence, c'est sur l'appréciation de la technique, hein, puisqu'il y a une commission royale qui, en 1784, est formée sous l'autorité d'Antoine Lavoisier. Benjamin Franklin, qui était de passage à Paris, est associé comme co-directeur de cette... et ils font un premier test en double aveugle, où ils comparent l'eau magnétisée versus l'eau de source. Et évidemment, il conclut en ces termes: la suggestion apparaît comme le moteur des effets, non le magnétisme animal. Mais actuellement, on a une issue très différente, hein, puisque l'American Psychological Association, en 1998, sous la plume de Diana Chambliss, affirme que effectivement cette méthode est probablement efficace pour les civils atteints de PTSD. Et cette efficacité probable se fonde sur quoi? Sur 2 études de Rothbaum en 97 et de Tinker en 95, 2 études qui montrent la supériorité de l'EMDR versus liste d'attente.
Et assez finement, les auteurs disent que si Antoine Lavoisier avait utilisé la même méthodologie, il aurait obtenu les mêmes conclusions pour la question du magnétisme. Alors, est-ce qu'on est dans de la science ou est-ce qu'on est dans de la pseudo-science, hein? Les méthodes de vente des pseudo-sciences sont assez bien connues, hein. On identifie un but fantôme, un objectif désirable, crédible, mais actuellement hors de portée. C'est le cas de la cure du PTSD, hein, puisque vous savez que c'est quand même une maladie assez ennuyeuse et que les évolutions sous traitement montrent qu'il y a entre 45 et 65% de taux de répondeurs. On est loin des 100%. On développe un moyen alternatif, crédible, le MDR, 100% de réussite. On multiplie les exemples vivants, c'est-à-dire que la question des témoignages est absolument centrale dans le déploiement, dans la vente de ce produit-là. La pré-persuasion, c'est-à-dire qu'on part avec l'idée que c'est vrai, et tout le reste, par exemple, dans le MDR, c'est le mouvement des yeux qui permet de les sensibiliser. On fait une étude versus stimulation sensorielle ou auditive latérale, et on montre qu'il n'y a pas de différence. Normalement, on doit rejeter l'hypothèse nulle et se dire qu'au fond, le MDR, le mouvement des yeux n'est pour rien. Non, on dit, ah oui, c'est que la stimulation latérale, auditive, sonore ou sensorielle, enfin, par des tapes sur les cuisses, a le même pouvoir, la même efficacité que... un effet d'étendard, hein, ça c'est aussi très, très important. Henri Tachefel avait beaucoup travaillé là-dessus en Angleterre dans les travaux de psychologie sociale, hein, qui montrent au fond que créer un groupe, quelle que soit la motivation de ce trouble, déployer un étendard, et vous allez vous retrouver avec des types qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui vont défendre les valeurs du groupe, quelle que soit la légitimité de ce groupe. Et c'est sans doute très important de... Alors, en cas d'échec de l'EMDR, vous utilisez une technique, elle ne marche pas. Normalement, il y a un doute scientifique, hein, vous posez des questions sur ce qui s'est passé. Là, c'est les recommandations de Mme Shapiro en 1995. Donc les observations cliniques suggèrent que les cliniciens EMDR peuvent attendre 80-90% de succès. Si vous n'êtes pas dans ces clous-là, allez vous former à l'EMDR. Alors la question effectivement on connaît hein, la publicité directe autour des médicaments, on en connaît les dérives. Une pharmacienne hein, qui m'a précédé, qui pourra sans doute témoigner mieux que moi. La publicité directe est interdite en France hein, auprès des consommateurs, mais autorisée dans d'autres pays, Nouvelle-Zélande, aux USA. Les firmes pharmaceutiques investissent de l'argent hein, dans cette publicité. On voit en 2010 des chiffres qui tournent autour de 4 à 5 milliards de dollars. Et quand on essaye de voir les études d'impact sur la consommation, ben, en tout cas pour les psychotropes antidépresseurs, il y a deux auteurs qui pensent que ça pourrait avoir eu pour conséquence d'avoir conduit à des prescriptions illégitimes chez des patients non déprimés, avec un autre ratio patients déprimés traités, patients non déprimés traités par des antidépresseurs, de l'ordre de 15, malheureusement, en faveur des patients non déprimés. Alors, c'est sûr que la communication directe autour des psychothérapies, à mon avis, va conduire à ce même genre de trouble. La stratégie de conquête des marchés, Shapiro nous refait le coup. En 2012, elle dit le traitement du psychotrauma, ok, maintenant on va faire de la prévention. 2 minutes. Alors voilà, maintenant on change de paradigme, on est sur tous les fronts, on s'intéresse au traumatisme avant qu'on soit traumatisé. Il y a très peu d'études sur le sujet, mais on occupe le terrain, et la stratégie est la même, on occupe le terrain, et après on démontrera par des études que les résultats préliminaires, mais on ne peut pas attendre, il y a une urgence sanitaire. Il y a un effet d'allégeance. Dans les facteurs aspécifiques qui fonctionnent pour une psychothérapie, l'adhésion et la conviction du thérapeute sont extrêmement importantes, comme l'adhésion du client.
Et on imagine bien que travailler sur ces aspects en amont, vous convaincre que le MDR c'est bon, c'est être sûr qu'après, quand on fait des études, on améliore l'efficacité de la méthode. Mais valider une efficacité n'est pas valider son mécanisme d'action ni une théorie sous-jacente. Donc des dérives de ces sectaires, le MDR n'est pas une secte, évidemment, c'est une entreprise, elle est prospère. Il y a une éthique du soin, il y a même un comité pour ça. J'ai appris récemment que la FIFA avait aussi un comité d'éthique. La pratique est probablement efficace et je ne doute pas qu'il y ait des thérapeutes de bonne foi qui ont avec cette méthode des bénéfices, mais à mon avis, il y a un effet de sillage à risque, vous l'avez compris, au travers du culte de la personnalité, la réintroduction du merveilleux, le thérapeute qui officie avec la guérison et de son côté, pas du côté du patient, une qualification qui peut ressembler davantage à un alignement. La toute-puissance du traumatisme, 2 mots. C'est peut-être légitime dans le PTSD, mais c'est pas absolument certain. En Afrique du Sud, les gens qui sont engagés dans les stratégies sociales de réconciliation s'en sont mieux sortis que ceux qui sont engagés dans les stratégies médicales centrées sur le traumatisme. La légitimité en dehors du traumatisme est nulle. Et puis bon, tout ce qu'on a dit ce matin, l'évaluation de la psychothérapie est un vrai problème qui est devant nous. Avoir des preuves de plus en plus scientifiques de méthodes psychothérapeutiques influencent sur l'objet même, sur son objet. Ça déplace la psychothérapie vers des choses de plus en plus simples, de plus en plus élémentaires, de plus en plus testables, de plus en plus loin du terrain, de plus en plus loin de la demande sociale. Effectivement, quand on rencontre quelqu'un, on se demande qu'est-ce qu'il a, mais aussi qui il est. C'est une question incontournable et qu'on a forcément des représentations de ça et que forcément, quand à ce moment-là surgit, je ne sais pas, Ricoeur, Husserl ou n'importe qui d'autre, on est dans une posture beaucoup plus fragile, une posture scientifique, mais je pense que les comités d'éthique, la médecine fondée sur les valeurs sont des stratégies pour essayer de donner des réponses raisonnables là où la science n'en a plus. Pour conclure, j'ai une amie récemment qui est un peu anxieuse, elle est suisse, elle va voir son médecin traitant qui lui prescrit, lui fait une ordonnance avec 10 000 pas par jour. Et je me surprends à lui dire, mais va marcher en forêt. Et donc je suis peut-être moi-même au début d'être contaminé, mais je ne désespère pas de faire une étude promenade dans les bois versus MDR versus l'histodatie. Merci.